Bienvenue au Cercle Aristote. Ce soir, l'invité du CA est Guy de Lafortelle. Bonsoir Guy de Bonsoir. Lafortelle. Guy de Lafortelle, vous décryptez l'actualité financière et économique depuis 2012. Vous tenez un site web et vous animez votre propre chaîne YouTube. Alors, je vais vous donner la parole rapidement parce que je suis au bord de l'extinction de voix. On va aller assez vite dans le sens où vous allez déjà nous présenter vos vœux, ou plus exactement vos anti-vœux pour l'année qui vient. Je laisse la parole. Oui. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Et effectivement, dans le cadre, comme vous dites, de mes activités économiques et financières d'analyse, alors c'est pas un peu c'est depuis 2016 plutôt que 2012 que je fais ça, pardon. Mais cela étant dit, j'ai présenté, comme vous dites, mes anti-vœux à mes lecteurs et auditeurs hier ou avant-hier. Parce que dans le monde économique et financier, il y a une petite tradition qui consiste généralement, non pas à présenter des vœux, mais à présenter des prédictions, et surtout des prédictions qui, si possible, doivent être choc et très scandaleuses. Donc généralement, on va dire, on va prédire que peut-être Joe Biden sera assassiné l'année prochaine, ou peut-être y aura-t-il une explosion de la zone euro, ou une explosion de bombes nucléaires, ou peut-être qu'on va découvrir une source d'énergie illimitée, intarissable, et qu'on partira dans une ère de prospérité extraordinaire, ou que on va se mettre à coloniser Mars. Enfin, c'est ce genre de choses. Et vous avez un grand expert, le grand gourou de cet exercice-là, qui s'appelle Steve Jacobson dans le milieu, qui est le chef économiste de Saxo Bank, dont on attendait pendant très longtemps les prédictions. C'est Outrageous Predictions. Et il faisait ça très bien. Donc on était sur les prédictions de Steve Jacobson, qu'il a arrêté de faire en 2020 parce que une raison assez simple, c'est que la réalité s'était mise à dépasser toutes les fictions qu'il pouvait imaginer. Et du coup, moi j'ai été assez étonné cette année de voir que l'exercice, qui était un exercice assez standard dans les milieux financiers, est un peu sorti de ce petit monde de joueurs qui adorent faire ce genre de spéculation. Et j'ai vu ça sortir un peu, j'ai vu des gens, notamment Dimitri Medvedev, sortir ses prédictions. J'ai vu pas mal de gens, tout d'un coup, sortir des prédictions choc pour 2020. Ce qui m'a agacé. Ça m'a agacé parce que c'est pas que c'est inutile ces choses-là. Éventuellement, quand il y a quelques années, quand Jacobson faisait ça, c'était rigolo, et de deux, ça avait le mérite de nous rappeler quand même que l'espèce d'univers dans lequel on était endormi pouvait très très vite passer en mode cata, où l'histoire pouvait se remettre en marche, pour parler un peu, comme on dit, de nos jours, et que il suffisait d'un petit baiser de Judas pour que tout se réveille. Sauf que tout s'est réveillé depuis 2 ans. Et donc, de continuer à faire ça aujourd'hui, non seulement ça n'a même plus cette utilité-là, mais à mon avis, c'est contre-productif. Parce que quand vous faites des prédictions, quand vous allez faire des grandes prédictions de krach boursier, au contraire d'envolées boursières, de grandes révolutions technologiques, de révolutions, tout ce que vous voulez, politiques, de guerre, de machin, vous partez du principe que ces événements, c'est extraordinaire, éventuellement cataclysmique, sont les causes de notre changement de rapport au monde. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces choses apparaissent parce qu'on est dans un système qui est en fin de cycle. Et c'est assez étonnant parce que c'est d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui est très très bien connu. C'est quelque chose qu'on a découvert en même temps que les cycles économiques au milieu du 19e siècle, quand Clément Juglar, donc l'économiste français qui était médecin, qui a découvert la cyclicité en économie. Il a donné son nom au cycle de Juglar, qui est le cycle des affaires, le grand cycle décennal. Et Clément Juglar, dans son ouvrage des crises commerciales et de leur retour périodique,
Donc, il y a le truc où vraiment l'ouvrage où il vous explique qu'il y a une cyclicité dans le système capitaliste, il vient vous expliquer que ce genre d'événements, que ce soit des guerres, que ce soit des disettes, que ce soit ce que vous voulez, à chaque fois, on va trouver que ce sont ces événements-là qui causent les crises et qui causent tous les problèmes qu'on peut avoir au sein de nos sociétés. Alors qu'en fait, l'observation dément ça absolument. C'est-à-dire que lui, il montre comment en 1850, vous pouvez avoir une année, une disette qui pose pas de problème, et puis l'année d'après, ça va être une catastrophe, et puis on va mettre ça, ou une guerre, ou ce que vous voulez. Et aujourd'hui, en fait, on a la même chose. C'est-à-dire que ce qui, dans un système capitaliste, ce qui crée les effondrements, ce qui crée les crises très graves, c'est le cœur du système, et le cœur du système dans un monde capitaliste, c'est la création de crédit. Et ce qui fait qu'on peut s'attendre en 2023 à avoir des événements cataclysmiques qu'on peut s'amuser à prévoir, c'est que on est dans une période où on est en fin de cycle. On est en fin de cycle décennal, on est en fin de cycle aussi de 50 ans, voire on est en fin de cycle séculaire. Donc on est éventuellement en fin de super cycle, parce que ça s'empile ces trucs-là. Et donc, et ça se voit au niveau de la création de crédit, et ça se matérialise au niveau des dysfonctionnements monétaires. Et en fait, le truc très important, c'est que ce sont ces dysfonctionnements au centre même du système qui fait que des événements rares vont être surinterprétés, et de deux, on va très très mal réagir à ces événements-là. Je vous laisse, par exemple, interpréter, lire les événements récents avec cette grille-là. C'est-à-dire que est-ce que le conflit ukrainien aurait pris la dimension à laquelle il est aujourd'hui si on n'était pas dans un système épuisé? Est-ce qu'on aurait réagi comme on a réagi face au Covid si on n'était pas dans un système épuisé? Donc, qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de vous dire que ces choses n'existent pas. Je suis en train de vous dire que l'interprétation qu'on en fait est radicalement différente parce qu'on est en fin de cycle. Et du coup, moi, ça me déplaît beaucoup ces histoires de prédiction parce que ça fait ce qu'on dit un peu pompeusement, ça fait un renversement de causalité, et que le plus important en fait, dans un système capitaliste à la création de crédit, dans n'importe quel système vivant, en fait, c'est la capacité à mobiliser des ressources pour faire face à une crise. Et ce qu'on observe, nous, et ça, pour le coup, on peut anticiper des choses à partir de là, c'est qu'on est dans un moment où on n'est plus capable, en Occident en tout cas, de mobiliser des ressources pour faire face aux imprévus de n'importe quel fonctionnement de société humaine. Voilà un peu pourquoi j'ai présenté mes anti-vœux, pour dire que c'était plus important d'aller regarder ce qu'il y avait au centre que d'aller regarder ce qui était soit des déclencheurs, soit même des post-rationalisations. Voilà. D'accord. Alors peut-être justement dans ce sens-là, est-ce qu'on pourrait peut-être détailler un peu plus ce renversement de causalité dont vous parlez sur les deux crises majeures qu'on a vécues ces 3 dernières années, que sont le Covid et la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on pourrait peut-être un peu commencer par le Covid? Sur le Covid, là où ça se fait de manière assez simple, c'est de regarder les politiques qu'on a mises en place. Je ne sais pas ce que j'ai le droit ou pas le droit de dire avant qu'on se fasse dégommer. Je crois que maintenant, on a un peu plus le droit de dire des choses. Vous coupez si jamais... Des mots qu'il ne faut pas prononcer, peut-être. Si vous prenez, c'est toujours un peu morbide de parler de ces chiffres-là, mais quand vous prenez la mortalité du Covid, vous avez quelque chose qui est anormal, bien évidemment, mais vous avez des taux de mortalité qu'on a déjà eu sur les 70 dernières années. Alors, excusez-moi, je n'ai pas les chiffres en tête là, immédiatement, mais vous avez des hivers. Dans mon souvenir, ça arrive tous les 10, 15, 20 ans. Après, vous en avez 2-3 comme ça qui se baladent, où vous avez comme ça des grands pics parce que vous avez un virus un peu plus salace qui a fait son apparition et qui malheureusement a tué. Ce qui est nouveau, c'est pas tant le virus que notre réaction à ce virus-là. Et que tout d'un coup, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on s'est enfermé? Pourquoi est-ce qu'on s'est et que là, on a le droit de se poser la question, de se dire qu'est-ce qui fait que on a pris les décisions qu'on a prises. Et de mon côté, de mon point de vue, par exemple, moi, quand la crise est arrivée, moi j'ai commencé à traiter du sujet le jour où Albert Bourla, donc le PDG de Pfizer, a annoncé qu'il avait un vaccin
il a annoncé qu'il avait un vaccin qui était prêt et qu'il allait dérouler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, mais il y avait un jour Albert Bourla qui passait sur CNN ou je ne sais pas quelle télé pour dire c'est un grand jour pour l'humanité, c'est un grand jour pour la science, c'est un grand jour pour tout le monde, ça y est, on a un vaccin. Et c'est marrant, il nous sort ça un dimanche, je ne sais plus quand, et il n'avait pas de publication, sa phase 3 était toujours pas finie. Il n'y avait pas d'actualité qui faisait que ce jour-là en particulier, il pouvait arriver en disant regardez, ma phase 3 est finie, où j'ai eu une décision de la SEC, qu'est-ce que j'ai mais non, la SEC c'est pour la finance, pardon. Pardon, j'ai oublié le foot, de la FDA, pardon. J'ai eu ma décision de la FDA, il n'y avait rien de particulier. Food and Drug. Et donc, il arrive un jour en disant j'ai un vaccin sans données scientifiques, sans rien. Et on se dit mais pourquoi est-ce que ce jour-là il arrive? Et le lendemain, on apprend que M. Bourla avait, lui et un certain nombre de grands actionnaires et d'autres dirigeants du groupe, avaient un intéressement actionnarial. Parce qu'aux États-Unis, vous avez une loi qui est censée, je dis bien censée, empêcher l'insider trading, qui est censé empêcher les gens comme Albert Bourla qui ont des informations avant les autres de pouvoir se placer, de pouvoir bénéficier. Délit d'initié, oui. Délit d'initié, merci, excusez-moi. Donc vous avez une loi qui est censée empêcher les délits d'initié, qui fait que quand vous êtes à un poste de direction comme Albert Bourla d'une grande société cotée, vous ne pouvez pas acheter et vendre des actions comme vous voulez. Ce que vous avez le droit de faire, c'est de mettre en place un plan dans lequel vous allez avoir le droit, vous allez automatiquement acheter ou vendre des actions de votre groupe selon une formule établie à l'avance. Typiquement, ces plans-là, ça va dire tous les premiers lundis, non, c'était pas un dimanche d'ailleurs que c'est l'annonce. L'annonce était un lundi, justement à cause de ça. Tous les troisièmes lundis du mois, si mon cours de bourse augmente de temps ou baisse de temps, achetez ou vendez tant d'actions en telle proportion. Donc vous avez une formule comme ça, vous donnez ça à quelqu'un qui va l'exécuter à votre place, et puis après, vous êtes censé ne plus vous en occuper. Et bien évidemment, on a appris le lendemain de l'annonce d'Albert Bourla sur son vaccin, que en fait, c'était le jour où le plan d'actionnaire pouvait être actionné. Et donc, il a annoncé ce jour-là, non pas parce qu'il avait une actualité scientifique, non pas parce qu'il avait découvert un truc, mais parce qu'il pouvait gagner plein de fric. Et il y a quelque chose d'absolument indécent à ce truc-là. Alors, bien sûr, ça a du mal à traverser. Ça a du mal à traverser le mur médiatique, parce qu'on vous dit, ah mais non, regardez, c'est génial ce qu'ils font. Et quand vous commencez à tirer ce fil-là, ce que j'ai fait, vous commencez à dire c'est quand même bizarre, c'est-à-dire que ces gens arrivent avec des actualités scientifiques, médicales, et puis en fait, ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est que leur meilleur coup de l'année, voire de la décennie. Puis après, vous vous rendez compte que l'année précédente, quelques mois auparavant, vous avez quelqu'un comme Scott Gottlieb, qui était l'ancien commissionnaire de la FDA, de la Food and Drug Administration, donc qui était le gars qui est censé contrôler Pfizer, qui le lendemain, après avoir quitté son poste à la FDA, est rentré immédiatement chez Pfizer, au conseil d'administration. Et donc vous vous rendez compte que vous avez Scott Gottlieb qui est au conseil d'administration, ce qui est un conflit d'intérêt absolument monumental. Et donc vous avez tout un tas de choses. Et quand je viens vous dire donc, que vous êtes dans un monde où la raison pour laquelle les décisions sont prises, en fait, sont pas à aller regarder au niveau des événements, mais au niveau du cœur du système, on commence à le toucher avec des choses comme ça. Sur le conflit ukrainien, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre les réactions, la réaction européenne? Et absolument, on se tire une balle dans le pied, on n'a aucune raison de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu l'espèce de crise énergétique dans laquelle nous sommes rentrés, au point de se demander si on n'allait pas éteindre la lumière cet hiver, alors on ne l'a pas fait,
On avait à peu près prévu, il me semble avoir écrit là-dessus, de dire que ça devrait passer, mais qu'on avait quand même chaud. Vous avez quand même des entreprises qui ont fermé, vous avez des boulangers qui sont en train de fermer, vous êtes en train de rentrer dans la crise économique la plus grave depuis probablement depuis 1950, depuis 70 ans. Non pas parce que vous avez un conflit en Ukraine, parce que vous avez pris des sanctions face à ce conflit-là. Et où, d'un point de vue rationnel, il n'y avait absolument aucune raison de prendre ces sanctions, parce que ces sanctions n'ont absolument pas affaibli la Russie. La seule chose qu'elles ont fait, c'est augmenter les prix de l'énergie, et du coup, Poutine a trouvé ses ressources par ailleurs. Mais si on fait un pur calcul de qui gagne et qui perd, avec ces sanctions européennes, Poutine ne perd pas. En revanche, nous, on perd énormément. Donc, vous avez quelque chose qui est totalement déraisonnable et irrationnel. Et la seule manière de comprendre pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on est sacrifié par les Américains. Et pourquoi est-ce qu'on est sacrifié par les Américains? Parce que aujourd'hui, on est vassalisé par une puissance déclinante et qui, aujourd'hui, est en train de préparer une confrontation avec la Chine. Même pas avec la Russie, d'ailleurs, c'est avec la Chine, parce que vous n'avez pas de conflit ukrainien si vous n'avez pas la Chine derrière la Russie. Et donc, encore une fois, on se rend compte que on lit totalement différemment le conflit ukrainien à partir du moment où on se rend compte que on est en fin de cycle, dans le sens où on est même les États-Unis, la puissance globale dominatrice, est en train de devenir contestée par la Chine. Mais bon, ça, c'est l'histoire des 50 prochaines années. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui, non, mais bien sûr, ça répond. Là, on est passé directement à l'Ukraine. Peut-être qu'on aurait pu un peu creuser plus même le Covid, parce que là, ce que vous décrivez, c'est le début d'une série d'événements qui, je trouve, ont été un petit peu minorés. Il y a aussi l'article du Lancet, enfin, tout de conflits d'intérêts. Ce n'est que le début d'une série de conflits d'intérêts. Et justement, c'est intéressant de mettre ça en perspective dans ce que vous venez de décrire, je pense, chaque événement. Parce que, enfin, peut-être aujourd'hui, une des choses les plus difficiles, c'est le rapport à la réalité, à la vérité. C'est-à-dire, bon, la vérité, c'est un mot un petit peu ambitieux, mais c'est vrai que ce qu'on peut constater autour de nous, c'est que les gens sont très, très perdus. Il y a une énorme confusion. C'est important. Sur les rapports de causalité et sur le réel, en fait. Quand vous dites la vérité, c'est un bien grand mot. À mon avis, c'est un mot qu'on utilise très mal. Oui. Parce on est d'accord qu'effectivement, celui qui arrive en prétendant détenir la vérité est probablement très suspect. En revanche, qu'on ait comme objectif de rechercher et de s'approcher de cette vérité, ça me paraît être quelque chose qu'on a oublié, justement. Oui, et on l'a d'autant plus oublié que moi, j'ai commencé ma carrière dans une agence de communication avec des gens qui trouvaient que si on répétait des choses suffisamment fortes, suffisamment longtemps, elles allaient finir par arrêter. Oui. C'est le mantra en communication. Si on le répète suffisamment, ça va. C'est exactement ce qui se passe là. Va devenir la réalité. Et ça, c'est du mensonge, ça, typiquement. C'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un rapport au réel qui est totalement dysfonctionnel. Il y a des choses, il y a une base. Bien sûr que la fiction, je ne suis pas en train de dire que toute fiction est mauvaise, je suis en train de dire qu'on vit une époque dans laquelle on est en train de crever des promesses qu'on se fait. C'est-à-dire que ce que je disais justement, pour revenir sur mes anti-vœux, c'est-à-dire que généralement, quand on fait des vœux, on espère, on fait des vœux, on va espérer une bonne année, on va espérer. On vit dans un monde où les promesses ne sont plus solvables. Pour parler en termes financiers, les promesses ne sont plus solvables, que ce soit des promesses financières, que ce soit des promesses sociales. Le gouvernement, en fait, ne peut plus tenir ses promesses, et moins il peut les tenir, plus il les fait. C'est un peu, plus c'est gros, plus ça passe, en fait. Et du coup, on arrive dans un univers très bizarre, où petit à petit, en fait, la vérité devient même l'ennemi, parce que comme ça devient tellement grossier, en fait, on arrive un peu dans un univers à la 1984. J'avais écrit un papier là-dessus. C'est-à-dire quand la vérité s'efface devant le conformisme, où en fait la conformité devient plus importante que la vérité. Et ça... Oui, parce qu'il y a des cas où on peut même présenter des faits, c'est-à-dire c'est ce qui passait avec le Covid. Il ne s'agit pas de remettre en cause tout ce qui s'est passé, mais il y a quand même des faits dérangeants
qui lorsqu'on les présente à certaines personnes, enfin le fait comment dire, ne rentre même plus dans la conversation, n'a même plus sa place en fait. Absolument. Alors moi, d'un point de vue médiatique, c'est quelque chose qui est étonnant, de voir un peu le nuage, le rideau de fer médiatique qu'il y a. Alors, qui n'est pas total, puisqu'on peut se causer ce soir et que la vérité a quand même fini par sortir par des moyens détournés, mais en tout cas, sur les médias grand public, ça a été assez étonnant. Après, moi, je vous avoue, dans mon cercle de proches, de gens que je fréquente, j'ai pas eu à souffrir des gens avec qui j'étais en désaccord. Oui, il y en a eu plein, mais d'avoir des ruptures franches où on n'arrive plus à se causer, moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu cette chance-là. J'ai pas eu des guerres familiales ou amicales sur ces questions-là. C'est toutes les personnes, on a toujours réussi à être en désaccord de manière à peu près cordiale. Donc vous avez la chance, je pense, quand même. Ouais, ouais, sans doute. Sans doute. Notamment parce que, encore une fois, il y a des choses qui sont... vous parliez de l'article du Lancet, c'est une pure fabrication, cet article. C'est Richard Horton, le patron du Lancet, a écrit un bouquin qui est sorti pas longtemps après, encore une fois, cette fabrication, l'étude du Lancet sur la chloroquine, donc, qui est sortie, il me semble, au mois de juin 2020. 21. Oui, de 21, pardon. Parce que c'était juste avant, non, c'est juin 2020, pardon. Excusez-moi, il faut que je revoie ma timeline. C'est pas grave. Et Richard Horton a publié un livre quelques temps après, dans lequel, à aucun moment, il revient sur cette affaire-là, et à aucun moment, il trouve qu'éventuellement, il y a eu un dysfonctionnement chez lui. Et on peut se dire que le gars, en sachant que Richard Horton, c'est pas un débile. Pardon, je m'exprime très mal. Je veux dire, le patron, il a dû arriver à la tête du Lancet à la toute fin des années 90. C'est un gars, c'est un mec très capé, et c'est un mec très sérieux, quoi. C'est pas un guignol, quoi. Et en fait, à mon avis, il en reparle pas parce que c'est pas une erreur du Lancet. Le Lancet s'est pas trompé en publiant cette étude. Il a simplement cédé à des intérêts qui le dépassent. Et ça, moi, j'avais travaillé là-dessus. Vous vous rendez compte que le Lancet, donc c'est une publication qui appartient à un groupe dont j'ai oublié le nom immédiatement, excusez-moi, mémoire des failles. Bref, le groupe qui détient le Lancet est coté en bourse et a comme actionnaire de référence BlackRock, qui est aussi l'actionnaire de référence de Pfizer. Bon, forcément, ça peut causer quelques problèmes. Et d'ailleurs, quels sont les liens entre Pfizer et BlackRock exactement? Vous avez... Alors les liens, les liens entre Pfizer et BlackRock sont les mêmes entre BlackRock et toute la bourse américaine, voire occidentale, mais particulièrement américaine. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a muté ces 10 dernières années, en gros, d'un monde très concurrentiel, d'un univers boursier très concurrentiel, à un truc totalement soviétique. Par l'intermédiaire justement de ces gros bousins que sont BlackRock, Vanguard, State Street et une petite dizaine d'autres grands gérants d'actifs qui ont développé ce qu'on appelle la gestion passive. C'est-à-dire que plutôt que de dire, quand vous êtes un investisseur, alors en France, on est un peu moins nombreux, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui va investir en bourse sa retraite, essentiellement. Et donc, quand on est investisseur, depuis une vingtaine d'années, s'est développé cette pratique de se dire, plutôt que d'aller choisir les entreprises cotées dans lesquelles on croit ou dans lesquelles votre gérant croit, on ne va pas s'embêter, on va investir directement dans tout le S&P 500, le CAC 40. Donc, on va investir dans toutes les plus grosses entreprises américaines ou françaises que vous voulez, et puis on ne va pas se poser de questions, on ne va pas choisir, sur le principe que le fait de ne pas choisir, ça va vous faire baisser vos frais de gestion de manière absolument énorme, parce que vous n'allez pas avoir un gérant qui va devoir prendre des décisions, parce que vous ne prenez pas de décision, par définition. Et en plus de ça, généralement, enfin, à part Warren Buffett et 2 autres personnes, vous ne battez jamais le marché. C'est-à-dire que si vous essayez de choisir 10 sociétés parmi les 500 plus grosses sociétés américaines ou parmi le CAC 40,
à long terme, vous êtes sûr de faire moins bien que si vous aviez investi dans les 40 ou les 500. Alors, c'est ce que Charles Gave appelle le capitalisme de connivence. Donc, Alors, pas tout à fait encore. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un truc, vous avez quelque chose, on arrive dans un truc où c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que vous avez une méthode d'investissement qui, effectivement, pour l'investisseur individuel, est absolument géniale. C'est-à-dire que vous n'avez pas à payer 2% de frais à un gérant qui va faire éventuellement n'importe quoi. Vous allez avoir des résultats plutôt meilleurs et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Donc, normalement, vous dites, mais attendez, c'est génial ce truc-là. Et ça l'a été pendant quelques décennies, de fait. C'est-à-dire que ça a permis à tout un tas d'investisseurs et d'épargnants d'avoir des bons retours. Et je ne sais plus, ne serait-ce que d'économiser ces 2% de frais année après année après année, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Sauf que le problème de ce truc-là, c'est que ce marché de la gestion passive s'est concentré et est désormais dominé par 3 énormes géants, BlackRock qui est le premier, Vanguard qui est en train de les rattraper en ce moment, et State Street dans une moindre mesure. En sachant que BlackRock a une place particulière dans ce petit microcosme de grands gérants d'actifs, c'est que, 1, c'est les plus gros, et de 2, ils ont un rôle très politique. Ils sont très politiques. BlackRock, Vanguard est beaucoup moins, State Street est en l'occurrence beaucoup plus petit, donc ça se voit moins. Et la deuxième raison, c'est que alors BlackRock, ils avaient plus de 10 000 milliards d'actifs il y a quelques mois, et là ils ont dû retomber à 7 ou 8 000. On doit être entre les deux. Donc ça reste énorme, 7 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est beaucoup quand même. C'est-à-dire que vous prenez le PIB français à 2500, voilà. Vanguard doit être, alors toujours pareil, ils étaient à 7 000 milliards il y a quelques mois. Est-ce qu'ils sont à 5, 4 maintenant? Donc, mais ça reste beaucoup d'argent. Et surtout, la particularité de BlackRock, c'est que, en plus de ça, ils ont une plateforme de gestion qui s'appelle Aladdin, qui indirectement influence la gestion de 20 000 milliards d'actifs en plus. 20 000, c'est beaucoup ça aussi. Enfin, donc, les sommes sont énormes. Et pour le dire plus simplement, pardon, j'aurais pu commencer par là, ça fait qu'aujourd'hui, BlackRock, Vanguard, State Street, en gros, si vous prenez ces trois-là, vous aurez, sur toutes les boîtes du S&P 500, vous aurez une position dominante. C'est-à-dire que, pour bien comprendre le capitalisme à l'américaine, à partir du moment où vous détenez 20% d'une société cotée du S&P 500, c'est comme si vous en aviez le contrôle pour un Américain. On a un peu du mal à comprendre ça en France parce qu'on n'a pas ces actionnariats très éclatés. Ces entreprises-là, elles ont des millions d'actionnaires, donc ça ne marche pas du tout à 50%. À partir du moment où vous avez 20%, la SEC, c'est pas moi, la SEC estime que vous avez le contrôle effectif d'une société. Bon, BlackRock aura partout au minimum 8-9%, et si vous mettez Vanguard et State Street, et si vous rajoutez éventuellement Fidelity, quelques Capital Investors, vous en rajoutez 2-3 autres, vous aurez systématiquement plus de 20%, en sachant que tous ces gens-là, qui sont certes concurrents entre eux, ont les mêmes intérêts. Ça reste des gens qui partagent les mêmes intérêts. Et du coup, en fait, c'est eux qui sont devenus les détenteurs effectifs des sociétés. Pfizer, aujourd'hui, appartient de manière effective, c'est-à-dire la décision finale sur de l'avenir de l'entreprise appartient à BlackRock, State Street et Vanguard, en gros. Et ça, c'est un truc qu'on a raté. On a raté, en fait, que tout d'un coup, ce capitalisme qu'on pourrait qualifier éventuellement de sauvage, dans lequel vous étiez ou hyper libéral, ultra libéral, dans lequel les actionnaires en fait pouvaient acheter et vendre et vous aviez un contrôle très décentralisé. En fait, tout s'est reconcentré, mais de manière soviétique. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, c'est tellement gros qu'on a du mal à imaginer que les 500 plus grosses entreprises américaines ont toutes le même propriétaire effectif. C'est très compliqué de s'imaginer ça, surtout quand le truc pèse. C'est quoi le S&P? Ça pèse quoi? Ça pèse 20, 30 000, 20 000 milliards, 30 000 milliards. Pareil, les chiffres bougent très vite en ce moment. C'est lourd, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de capital. Et donc ces gens-là, alors bien évidemment, vous allez me dire, c'est pas leur argent. C'est actifs sous gestion. Ces actifs de BlackRock, c'est pas l'argent de BlackRock, c'est éventuellement le vôtre, non, c'est pas le mien, c'est celui de plein d'investisseurs qui vont faire confiance à BlackRock. Et ce qu'on a du mal à percevoir, c'est que, donc on parle de gestion passive,
Et quand on parle de gestion passive, on a l'impression que en fait, ce sont des actionnaires passifs. Et en fait, c'est tout l'inverse. Je m'arrête juste 2 minutes là-dessus parce que ça vaut le coup. En fait, le fait d'être en gestion passive oblige d'être un actionnaire actif. C'est-à-dire que généralement, avant que justement on ait l'émergence de ces énormes groupes, le pouvoir de l'actionnaire dans un monde très éclaté comme le capitalisme à l'américaine, c'était celui d'acheter ou de vendre l'action. Mais bien évidemment, vous ne pouviez pas, en tant qu'investisseur individuel, ou même un gros fonds de pension américain, l'actionnariat était tellement éclaté que vous ne pouviez pas facilement avoir une influence sur la marge de votre entreprise, parce que même si vous étiez un gros fonds de pension, vous alliez peut-être avoir 0,5, 1% d'une société, et ça vous donne pas le contrôle. Et du coup, la manière d'exercer son droit de propriétaire, c'était d'acheter ou de vendre. C'est comme ça qu'après 2008, par exemple, le General Motors a fait faillite. C'est parce qu'il y a un moment, tout le monde a vendu, et puis on a mis l'entreprise en faillite. Et bien évidemment, quand vous êtes un investisseur passif et que vous investissez dans tout le S&P 500, vous ne pouvez pas vendre l'action de Pfizer parce que vous estimez que l'entreprise est mal gérée. Vous ne pouvez plus faire ça puisque vous êtes en gestion passive. Votre mandat, c'est de détenir les 500 plus grosses entreprises américaines, le S&P 500, pour vos clients. Et il ne faut surtout pas mettre d'intelligence là-dessus. Il ne faut surtout pas choisir. Donc, si vous n'êtes pas content de ce que fait Pfizer, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vous occuper de la gestion de l'entreprise. Alors, bien évidemment, il ne faut pas imaginer que BlackRock vous avez des gens chez BlackRock qui vont décrocher leur téléphone tous les jours pour aller dire Monsieur Bourla, tu devrais faire ça, Monsieur Machin, tu devrais faire ça. Encore une fois, le nombre de sociétés dans lesquelles BlackRock a des parts sont absolument gigantesques. C'est pas comme ça qu'il marche. C'est beaucoup plus vicieux que ça. Je crois que c'est en train de changer. C'est en train de changer, mais pendant très longtemps, les seules prises de position officielles qui étaient prises par des gens comme BlackRock, c'était que ces gens votaient dans les assemblées générales. Les seuls moments où ils pouvaient voter contre l'avis du board, c'était sur les nominations, justement les nominations des directeurs. C'est-à-dire que dans une entreprise cotée comme Pfizer, si vous voulez arriver au conseil d'administration de Pfizer, il faut que les actionnaires approuvent votre nomination en tant que directeur financier, en tant que membre du comité exécutif de votre société. Et ça, ils votaient là. Et c'est très vicieux ce truc-là, parce que ça veut dire que quand vous étiez un gros cadre de l'industrie pharmaceutique, et que votre objectif dans la vie, c'était éventuellement d'arriver à la direction générale de votre entreprise, PDG, directeur financier, directeur des ressources humaines, ou quoi que ce soit. Pour faire ça, il fallait que BlackRock approuve, que BlackRock soit d'accord. Et du coup, en fait, d'un point de vue, pour un manager de grands groupes comme ça, vous savez qu'il faut que vous fassiez plaisir à BlackRock, vous deviniez ce qui va faire plaisir à BlackRock, parce que si vous ne le faites pas, ils voteront contre vous. Et s'ils votent contre vous, s'ils votent contre votre nomination au board de Pfizer, vous ne pouvez pas aller dans une autre boîte américaine. Parce que si vous ne pouvez pas aller voir le concurrent à côté, parce que le concurrent à côté, il a aussi BlackRock comme actionnaire de référence. Et du coup, vous exercez un contrôle indirect extrêmement puissant par le simple fait de ce que les Américains diraient to vet, comme on dit en français. La seule chose que BlackRock faisait, c'est de dire toi je veux bien, toi je veux pas. Voilà comment ça fonctionnait. Et je dis que c'est en train de changer parce que paradoxalement, ils sont en train de prendre plus de poids. Ils sont en train de prendre plus de poids dans la gestion un peu plus active sur toutes les questions de développement durable, de ces choses-là. Ils sont en train d'intervenir un peu plus. On va voir au fil des années. Mais si ça paraît un peu loin, il faut imaginer que c'est ce qui s'est passé sur Danone en France. Pourquoi vous avez Emmanuel Faber qui est parti Ouais. C'est pas BlackRock en direct, mais c'était pas BlackRock. Chez Danone, c'était un gros assureur canadien, si mon souvenir est bon. Mais Emmanuel Faber, je ne sais plus si... Il ne convenait pas, évidemment, il avait une personnalité qui ne convenait pas. Il ne convenait pas. Et ce qui s'est passé, il me semble que BlackRock devait être le deuxième. Il y a un plus gros actionnaire que BlackRock, un gros institutionnel nord-américain, et il doit y avoir BlackRock là. Et en fait,
il se trouve que Danone a un actionnariat à l'américaine, très éclaté. Vous n'avez pas une famille comme la famille Arnaud ou la famille Pinault qui a cette espèce de capitalisme familial qui a un poids, on aime ou on n'aime pas, mais ça a un poids stabilisateur. Danone, c'est très éclaté. Et du coup, Danone était une cible de choix pour ce genre d'attaque parce que ça marche comme à l'américaine. Et du coup, et la manière dont ça marche, ce truc-là, c'est que c'est jamais eux qui tirent les charges en premier. Vous avez toujours des petits fonds activistes. Vous avez toujours des petits fonds activistes qui vont mener les charges, en sachant que ces fonds activistes qui vont parler dans la presse, qui vont faire les demandes officielles. Bah derrière, quand vous êtes un actionnaire de référence, que vous soyez l'assureur canadien dont j'ai oublié le nom, BlackRock, vous pouvez toujours leur dire non. Hein. Mais ça, on oublie de le dire, ça, que derrière vous votez oui au truc. Et du coup, ouais, c'est comme ça que vous foutez pas à la porte Emmanuel Faber. Pourquoi? Parce que il apportait pas assez de rendement à l'actionnaire, parce que il était trop engagé dans le développement durable. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Mais là, vous décrivez un système dans lequel tout le monde est piégé. Donc, oui, mais voilà, oui, vous dites que ça va changer grâce au développement durable. Le développement durable est souvent une espèce de cosmétique quand même. Donc. Non, je dis pas que ça va changer. Non, c'est pire, c'est pire que tout, parce que quand vous mettez le développement durable, en fait, encore une fois, c'est-à-dire que moi, je vois ça de mon prisme de financier. Quand c'est BlackRock qui conseille la Commission européenne sur ces critères ESG, donc ces critères d'environnement durable, pour tout ce qui va être, justement, tout ce qui va être ces labels et tout ce que vous allez pouvoir taguer, tout ce que vous allez pouvoir taguer développement durable ou pas, bah, c'est pas possible, ça peut pas marcher, quoi. Vous pouvez pas être juge et parti à la fois. Donc, non. Quand je vous dis c'est en train de changer dans les développements durables, c'est que, et c'est pire que tout, en fait, c'est-à-dire que ces grands groupes sont en train d'intervenir plus activement dans la gestion quotidienne. C'est ça que je suis en train de dire. Avec un argument moral toujours à la clé pour masquer le... Oui, voilà. Les arguments, c'est un moment, si vous voulez, l'argument moral... on est sur une déchéance morale totale. Parce que oui, mais bien sûr, mais ça permet de vendre le truc. Moi, je sais qu'à un moment, par exemple, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui travaillaient dans la communication et qui trouvaient beaucoup plus engageant de travailler sur le CRSE, je crois, responsabilité sociale et environnementale. C'est devenu le nouveau job de communication, en réalité. Ouais, elles trouvaient ça beaucoup plus... Elles avaient l'impression d'avoir un job beaucoup plus vertueux, mais c'était difficile de leur expliquer que c'était assez cosmétique. Donc tout ça est toujours remaquillé. Alors, juste Après, bon, à la marge, il y a des choses peut-être qui sont efficaces. Non, moi, j'étais très tôt. Mon premier job en agence de communication, j'ai vu les premiers rapports de développement durable, pas les premiers sortir, mais le moment où ça s'est sorti un peu, devenu un peu grand public. Et il y a eu des choses, Lafarge a fait des choses intéressantes à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu totalement... en fait, le développement durable aujourd'hui n'est plus devenu une recherche de vertu ou quoi que ce soit, c'est devenu une recherche de conformité. Et moi, ce que je reproche au développement durable, c'est pas l'objectif final. Ce que je reproche au développement durable, c'est qu'on n'est plus dans une recherche de vérité, on est dans une recherche de conformité et on finit par faire n'importe quoi. Typiquement, on ne sait jamais, les Allemands qui ont mis des éoliennes absolument partout, qui sont sortis du nucléaire, qui ont une politique énergétique absolument stupide, on ne s'est jamais chauffé avec autant de charbon que cet hiver. Tu vois ? Ouais, est-ce que on me dit pareil dans l'oreillette qu'il y a peut-être des questions du public ? Oui, je vais peut-être laisser la parole à Vincent qui avait des questions. Oui, il y avait une ou deux questions à vous poser. On ne vous entend pas, je crois qu'il faut que vous mettiez votre micro. Oui, bonsoir. Déjà, on va remercier les nouveaux abonnés que sont Vendroid et Augmin57. Merci pour eux. En termes de questions, il y en a une qui était revenue plusieurs fois, qui est le rôle de la SEC que vous avez mentionné auparavant, c'est-à-dire le gendarme boursier américain. Vous l'avez brièvement mentionné et les auditeurs aimeraient avoir de plus amples informations et commentaires sur son rôle ou son absence, justement. Alors, c'est tentaculaire, la SEC, c'est énorme. Donc, la SEC, c'est la Security Exchange Commission, donc c'est le gendarme boursier, c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France. Et donc, c'est eux qui vont, typiquement, c'est quand le dernier truc sur lequel ils sont beaucoup intervenus, c'est sur le rachat de Twitter par Musk.
bah, la SEC avait dit non une première fois, et là, c'est passé sur la deuxième. Enfin, donc, c'est le genre de travail. Et où, typiquement, sur BlackRock, pour revenir sur BlackRock, vous voulez avoir le rôle de la SEC, vous avez un truc très, très intéressant que vous avez eu à la SEC, c'est que BlackRock, pendant très longtemps, avait un actionnaire historique qui était une petite banque de Pittsburgh, PNC. Et cette petite banque détenait une petite vingtaine de pourcents de BlackRock. Il y a eu une espèce de bagarre au sein de la SEC qui a forcé PNC en fait à vendre ses parts dans BlackRock parce que la SEC a décidé une année, du jour au lendemain, que PNC avait une part de contrôle dans BlackRock. Je reviens à ce seuil d'à peu près de 20%, mais c'était pas 20%, c'était un peu, là, je sais plus. Et donc que PNC devait considérer BlackRock comme une de ses filiales et non plus comme un investissement extérieur. Et donc, à partir du moment où BlackRock était une filiale de PNC, BlackRock devenait une banque. Et c'était absolument catastrophique. Et il ne fallait absolument pas que BlackRock devienne une banque. BlackRock n'est pas une banque. C'est une erreur qu'on fait assez souvent. Il y a comme ça, il y a des espèces de guéguerres. Et PNC a été obligé de vendre pour deux raisons. La première, c'est que le fait de la considérer comme filiale, ça allait leur coûter un fric de ma boule parce que vous avez une toute petite boîte qui devenait responsable d'une énorme boîte. D'un point de vue fiscal, c'était très mauvais. Et en plus de ça, ça aurait obligé BlackRock à révéler un nombre de secrets de choses qu'ils voulaient absolument pas. J'ai écrit un truc, si vous allez sur l'investisseur sans costume, qui est mon site, vous tapez l'enquête BlackRock, c'est un truc qui est assez vieux déjà. J'avais traité le truc sur le moment, si ça vous intéresse. Et donc, la SEC, à ce genre de rôle, ce qu'il faut comprendre, c'est exactement comme le lobbying où les hommes politiques vont après dans des grands cabinets d'affaires publiques. De la même manière, les cadres de la SEC se baladent entre les grandes banques, et du coup, vous êtes en plein, donc vous parlez du capitalisme de connivence à la gaffe, bah c'est ça. Et la SEC est connue pour avoir fermé les yeux sur des trucs absolument monstrueux, notamment en 2008. Même en 2007, parce que la crise en fait éclate en 2007 et en 2008, mais sur le marché subprime, vous avez une espèce d'aveuglement plus ou moins volontaire, ça c'est selon les analyses qu'on en fait. Et donc voilà, donc en fait vous avez ce truc très américain, où le gendarme boursier est constitué de gens qui vont et viennent et qui sont, un coup ils sont régulateurs et un autre coup ils sont partie prenante chez JP Morgan ou je ne sais pas qui. Et donc vous êtes dans une espèce de système un peu bâtard qui est entre l'autorégulation et la pure connivence. Et qui très clairement, c'est un truc d'escroc en vrai. Hein. Pardon, vous m'entendez ? Oui. Vincent, tu as une autre question ? Oui, nous avons d'autres questions qui étaient sur ce sujet, je ne crois pas. Alors on va peut-être basculer sur... Ah oui, non, vous avez une question sur le capitalisme de connivence, qui était brièvement mentionné, qui est très cher à notre ami Charles Gave. Est-ce que vous pourriez revenir un peu dessus, s'il vous plaît ? Il y a beaucoup de manières d'attaquer le truc. Donc là, si on reprend, on continue à tirer le fil qu'on tire depuis le début de notre entretien. Le capitalisme de connivence, c'est quoi ? C'est quand vous êtes BlackRock, vous êtes à la fois actionnaire de référence de BlackRock, de Pfizer et de Relix, pardon, c'était le nom. Relix, c'est la maison mère du Lancet, et que vous allez j'ai pas la preuve, hein, mais à mon avis, on ne peut pas comprendre pourquoi le Lancet a publié son étude contre la chloroquine, qui est une fabrication, c'est une falsification grossière, sans que c'est pas une faute, c'est un truc, on leur a demandé de le faire, ça peut pas être autrement. Donc typiquement, c'est ça le capitalisme de connivence, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte que vous avez les raisons pour lesquelles vous prenez les décisions que vous prenez ne sont pas celles qui sont présentées. Pourquoi ? Parce que vous avez en fait un maillage de gens, mais ça, il ne faut pas le savoir.
On n'a pas le droit de savoir que les actionnaires... Encore une fois, dans un système capitaliste, l'actionnaire est le détenteur final des sociétés. On l'a oublié, justement parce que pendant très longtemps, l'actionnaire avait été privé de son rôle dans ces immenses entreprises où l'actionnariat était tellement explosé qu'en fait, c'était le PDG qui avait le rôle final, parce que les actionnaires étaient devenus moins forts que leurs managers. C'est Galbraith qui avait très très bien analysé ça dans la deuxième partie du XXe siècle. Et ça, ce temps-là a changé. Les actionnaires ont repris le pouvoir de deux manières, avec toutes les stock options qu'ils ont balancées à leur PDG, à leur board, pour que ces gens aient des intérêts alignés. Et la deuxième, c'est justement ces géants que sont BlackRock, aujourd'hui, ont repris la détention effective des entreprises et le pouvoir effectif sur les entreprises, qui en plus se traduit derrière. BlackRock a une filiale d'affaires publiques, pas d'affaires publiques, mais de conseil aux institutions publiques qui est énorme. C'est-à-dire que BlackRock conseille la BCE, BlackRock conseille la Commission européenne, BlackRock. Typiquement, BlackRock a été chargé par l'Ukraine de toute la reconstruction du pays, de tous les investissements pour la reconstruction du pays après. Donc cette connivence, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas. C'est d'une simplicité. C'est nous qui allons pas bien, en fait. C'est nous qui allons pas bien de faire comme si ça pouvait être normal qu'une société comme BlackRock puisse être conseil du gouvernement ukrainien dans une reconstruction, en sachant qu'ils vont prendre les meilleurs actifs pour eux-mêmes. C'est juste évident. Il est absolument anormal que on vive dans une société où vous avez, alors je ne parle pas de nous, mais que vous ayez une petite caste qui fasse comme si c'était normal que BlackRock soit le conseil de la Commission européenne sur les critères ESG. C'est pas possible. C'est ça le capitalisme de connivence. Pour moi, ce que je préfère par rapport à capitalisme de connivence, c'est le capitalisme inclusif. Mais ça se rejoint, c'est-à-dire que ça se rejoint un peu, où inclusif, ça c'est le mot récent, et depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle le stakeholder capitalism, ou le capitalisme de partie prenante. C'est-à-dire que on trouve que c'est du pur Schwab. Schwab a été Schwab, donc le patron de Davos, du World Economic Forum, a été un des tout premiers dans les fin des années 70, des 80, donc un truc qui a pas loin qui a un demi-siècle quand même, qui a été un des premiers à me dire il faut que les entreprises s'occupent pas uniquement de leurs actionnaires, mais il faut s'occuper de tout le monde. Il faut s'occuper des salariés, il faut s'occuper des clients, bien évidemment, et puis il faut s'occuper des ours polaires, des montagnes, des fleurs, des arbres, machin. Et donc, a priori, ça part de la meilleure des intentions. Sauf que, en fait, c'est aux clients. Enfin, on ne se rend pas compte que, en fait, il s'est développé une espèce de paternalisme, mais de paternalisme absolument dysfonctionnel et dégénéré, qui fait que, en fait, l'actionnaire est censé mieux savoir que vous ce qui est bon pour vous. Et on se rend compte aujourd'hui que cette histoire de capitalisme inclusif fait exactement l'inverse de ce qu'il prétend. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une répartition des pouvoirs entre les différentes parties prenantes, faute de mieux, c'est que ces gens concentrent tous les pouvoirs. En fait, peut-être c'est ça le truc le plus important, c'est qu'il y a une concentration des pouvoirs extrêmement importante ces 20-30 dernières années, dont on est en train de recueillir les fruits. Et donc, ce qui permet ce capitalisme de connivence, c'est parce que vous avez cette concentration que derrière, forcément, cette concentration permet la connivence. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je voulais peut-être justement un peu, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, parce c'est peut-être un peu confusant, je dirais, entre guillemets, pour les téléspectateurs. L'angle du départ de l'émission, c'était le renversement de causalité, un peu, c'est ce dont vous avez parlé au début. Alors aujourd'hui, moi, j'ai peut-être un peu envie de résumer très brièvement ce que vous avez dit, et vous m'interrompez si je me trompe. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est ce qu'on fait, ce n'est pas tellement les crises en elles-mêmes qui génèrent les situations que l'on vit, mais c'est ce que on fait des crises. Et ce que vous dites, c'est aujourd'hui, c'est plutôt la monnaie, le monde financier qui décide de ce qu'on fait d'un événement.
Est-ce que je l'exprime à peu Alors, près correctement? oui, alors je dirais pas décide. Oui, décide, le mot est un peu Parce qu'en fait, définitif, mais non, oui, c'est surtout ça donne l'impression que ces gens ont des marges de manœuvre. Ils en ont dans une certaine mesure, mais ils ont pas des très grandes marges de liberté non plus. Faut pas exagérer. Euh, le fond, c'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Bruno Berthez qui vous dirait un système ne tient que parce qu'il est non su, que ses clés sont non sues. C'est-à-dire que le système capitaliste ne tient que parce qu'on ne se rend pas compte que le pouvoir effectif n'est pas au niveau du politique, n'est pas au niveau mais en fait est au niveau du capital et de la détention du très grand capital. Et que le jour où vous vous rendez compte de ça, bah, vous vous rendez compte, et paradoxalement, on en est conscient maintenant. Je pense qu'il y a plus grand monde qui va trouver que aujourd'hui, un homme politique a du poids face au très grand capital. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait presque consensus, et ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le système est forcé de muter et qu'on est obligé de passer à un système de répression. Parce que donc on a le plus important, pour revenir au tout départ. si je peux juste vous interrompre, peut-être que les gens en sont conscients, je suis d'accord, mais je ne pense pas qu'ils en sont conscients de l'impact que ça a sur les événements, des événements comme la guerre en Ukraine, comme le Covid. Je pense que là, il y a un angle mort encore. Oui, oui, sans doute. C'est sans doute. Moi, alors c'est vrai que moi, je tape dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément travaillé justement sur le rôle d'entreprises comme BlackRock. Notamment c'est très étonnant la position de BlackRock sur le conflit ukrainien. Moi, avant que justement qu'on voit les marrons qui sont en train de retirer du feu du conflit ukrainien, Larry Fink, le PDG de BlackRock, a eu des prises de position très étonnantes sur l'Ukraine, où il se mettait un peu comme observateur, alors qu'il a probablement un rôle non négligeable dans la politique occidentale vis-à-vis de l'Ukraine et du conflit. Et donc oui, aujourd'hui, on est obligé d'accepter que les raisons financières sont généralement supérieures aux raisons politiques, sociales et autres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est un système capitaliste, et en système capitaliste, vraiment ce qui prime, c'est le capital et la création de crédit qui fait tenir le capital, et que les contre-pouvoirs de n'importe quel système qui vont être justement que vous allez avoir, que le fait que ces contre-pouvoirs ont disparu par cette concentration des pouvoirs, vous êtes dans un système qui est devenu totalement dysfonctionnel. C'est un système qui ne sait plus. C'est très simple, il ne sait plus s'auto-gérer, parce que un système capitaliste, ça se purge par les crises. Personne n'aime les crises, hein, mais c'est à ça que ça sert, une crise. Et quand je parle de crise, on a oublié en fait qu'une crise, un cycle économique, c'était pas en 2 temps, c'était en 3 temps. Vous avez un cycle d'expansion, vous avez un crack, et vous avez un cycle de liquidation. Vous allez liquider les mauvais actifs. Là, typiquement, vous prenez au 19e siècle le développement du rail et des voies ferrées. Si vous n'aviez pas eu des grandes liquidations pendant les grandes crises du rail dans les années 1850 et après, vous auriez encore peut-être 40 compagnies ferroviaires et il faudrait changer 5 fois de train pour aller de Paris à Marseille. C'est utile, les liquidations, en fait. On n'a pas liquidé grand-chose après 2008. Hein. Non, on n'a rien liquidé. Si, aux États-Unis, on a liquidé General Motors. Enfin, liquidé, c'est même pas le terme, mais c'est parce que non, on n'a rien liquidé. Non, on n'a rien liquidé. General Motors, c'est un épiphénomène. Aux États-Unis, on a liquidé après 2001 sur la bulle des dot-com. Il y a eu des choses qui ont été faites, au moins en surface. En Europe, ça fait très longtemps qu'on n'a pas liquidé. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec un truc, on se retrouve avec tout est dysfonctionnel. En fait, on ne sait plus, et je reviens à mon truc de départ, on ne sait plus créer, mobiliser, partager la richesse. C'est-à-dire que comme on nettoie pas, c'est comme si on rangeait jamais sa maison. C'est comme si on jetait jamais ce qui était devenu obsolète, ce dont on n'avait plus besoin. On ne sait plus aujourd'hui. C'était le regretté David Graeber, malheureusement il est mort il y a quelques années, qui était arrivé avec ce concept de job à la con, les bullshit jobs, en disant que dans nos systèmes occidentaux, vous avez probablement un métier sur 2 qui détruit plus de valeur qu'il n'en crée. Ça aussi, j'ai pas mal bossé là-dessus. Quand on réfléchit, ouais, c'est sans doute vrai. C'est-à-dire que c'est très dur, bien évidemment, parce qu'il faut que vous disiez un petit peu. Mais si vous demandez aux gens, est-ce que votre métier apporte de la valeur, vous en avez déjà 1 sur 3 qui va dire non. Rien que ça.
et c'est très bizarre, c'est-à-dire que de se dire qu'on vit dans un monde où la moitié des gens vont bosser en sachant peut-être même que ce qu'ils font ne sert à rien, et que même ça détruit de la valeur, et que en fait ça serait mieux pour tout le monde s'ils restaient chez eux. Mais c'est terrible, c'est absolument terrible ces choses-là. Et en fait, non seulement ça, ou parce que vous avez un Emmanuel Faber chez Danone qui a essayé de faire en sorte justement de mettre en pratique ces critères ESG, qui a essayé de faire du développement durable, qui a essayé de faire tout ça, et du coup on le liquide. Je comprends pas, c'est-à-dire que BlackRock, Larry Fink, tous les ans, il dit mais il faut faire du capitalisme inclusif, il faut faire attention. En fait, vous foutez de notre Mais gueule. lui, il avait le malheur d'être sincère, c'était un peu différent. Oui, il avait le malheur d'être sincère. Je le connais pas, il avait sûrement plein de défauts, mais moi j'ai parlé, au moment de sa liquidation, j'ai parlé avec plusieurs employés de Danone, et les employés étaient dégoûtés de son départ, parce qu'il faisait des choses, quoi. Il essayait, et effectivement, des choses qui coûtaient un peu. Je vais laisser la parole à Vincent. On voudrait peut-être terminer sur cette peut-être nouvelle crise des Gilets jaunes qui pointe, sans faire de prédiction pour l'année. Il y a une manifestation le 26, je crois, des indépendants, hein, spécifiquement. Alors, je ne sais pas si c'est Gilets jaunes, mais en tout cas, de tous ces indépendants qui sont en train de crever, entre guillemets. Vincent, tu avais une question? Je ne sais pas si je vais un peu dans ce sens-là. Mais je pense que tu vas complètement dans ce sens-là. Oui, tu vas complètement dans ce sens-là. Et pour rebondir, et ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit il y a quelques secondes, comment l'idée d'un réveil des peuples peut venir vis-à-vis de tout ça? Et justement, on voit quelques signaux, comme évoqué à l'instant, manifestation des Gilets jaunes, des indépendants, etc. Alors, comment c'est violemment. C'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire que quand le peuple, c'est quand même une matière qui est très lente à la détente, et quand ça part, en revanche, faut pas être sur le chemin, quoi. Donc oui, il y aura, à mon avis, on est en voie de soviétisation, très clairement. C'est-à-dire que l'Union soviétique, en 1921, au moment où Lénine fait sa NEP, sa nouvelle politique économique, on sait que c'est foiré, leur truc marche pas, on le sait. Ça tient 70 ans de plus. 70, hein. Pourquoi ça tient? Ça tient par la répression. Ça tient par de la répression, par de la purge, par des machins. Enfin, si vous connaissez, moi j'ai beaucoup étudié le système soviétique. Et donc on est en train de muter là-dedans. C'est-à-dire que quand on rigole jaune parce que Darmanin se fait livrer des grenades pour Noël, ou qui commande des camions anti-émeutes qui ressemblent plus à des tanks qu'il pourrait envoyer en Ukraine, on est en train de muter là-dedans. Et la collecte des armes aussi, c'était assez étrange, cette collecte d'armes. Par contre, pas des kalachnikovs. Je vais assumer mon point Godwin là-dessus, hein. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on avait fait juste avant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Les Allemands ont adoré. Sérieusement. Là, j'assume le point Godwin. Mais tout ça pour dire, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'éventuellement on part pas pour 7, 70, voire 700 ans, sous l'Empire romain, c'est 700 ans, hein, pourquoi on part pas là-dedans? La seule chose qui peut faire qu'on n'aille pas là-dedans, c'est que vous ayez une espèce de grand coup de torchon du peuple, et qu'à un moment, on fout tout par terre. Forcément, c'est violent, forcément, ça se passe mal, forcément, ça a un côté révolutionnaire où ça fait pas plaisir, ça fait pas du bien. Il faut pas se réjouir de ces choses-là, hein. Moi, c'est quelque chose, il se passera ce qui se passera. J'essaye de ne pas porter de jugements moraux. Et donc ça, oui, alors je pense que ça va se passer. Quand, je ne sais pas. Parce que typiquement, c'est des trucs, c'est irrationnel, hein. Ce genre de mouvement-là, il ne faut pas croire qu'il y a un moment, ces choses-là, ça sortira par une connerie, un truc qu'on n'aura pas vu venir. À partir du moment où c'est quelque chose qu'on peut voir venir, c'est quelque chose qui aura été géré en amont. Il ne faut pas croire que les gens au pouvoir sont cons. Donc ça viendra forcément d'un truc imprévu. Donc maintenant, si vous parlez de la gestion des pénuries, par exemple, et pour moi, la pénurie, cette pauvreté organisée, mais il joue avec le feu, parce que où est la limite, enfin, justement, oui et non. C'est gérer la limite de ce système-là. C'est jouer avec le feu, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous arrivez à mettre en tête que dans la vie des gens, le truc le plus important, ça va être de réfléchir un peu, est-ce que vous allez avoir un peu d'électricité, avoir à bouffer, à machin, si vous arrivez à mettre dans la tête des gens que le plus important dans la vie, c'est de trouver un peu de subside, un peu de truc, un peu de machin, et que vous arrivez à bloquer là-dessus, plutôt que ça peut tenir, hein. Encore une fois, l'Union soviétique a tenu comme ça, hein. Donc, ce que je prétends effectivement, c'est que les pénuries sont une construction du système.
C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est subi. Pour revenir encore à ça, c'est-à-dire qu'on fait les renversements de causalité, les pénuries sont nécessaires au système pour tenir, parce que aujourd'hui, si vous vouliez vous adapter au système actuel, faudrait revoir entièrement notre manière de fonctionner si on voulait produire de manière raisonnable. Donc, comme aujourd'hui, on refuse de nettoyer, c'est job à la con, on refuse de nettoyer nos systèmes, donc on ne sait plus produire, et comme on ne sait plus produire, il y a un moment, ça vient à manquer. Et quand ça vient à manquer, la seule chose que vous pouvez faire, c'est organiser les pénuries. Mais c'est typiquement ce qu'ils font quand l'Union européenne vient expliquer qu'ils vont caper les prix de l'énergie. Ça n'existe pas, ce truc-là. Vous avez personne aujourd'hui qui peut dire qu'on va caper les prix de l'énergie parce qu'on l'a décidé. Non, mais on sait que les gens au pouvoir ne sont pas tous très très cultivés, mais quand on a un minimum de culture historique, on sait que mettre des rustines comme ça de tous les côtés, alors que ça fuite partout, ça fonctionne pas très longtemps. Je sais pas. Remarquez, ça peut fonctionner un certain temps, en effet, 70 ans, peut-être. Je sais pas. C'est pas. Vous prenez les indépendants, par exemple, qui sont sacrifiés. Les indépendants, ils sont sacrifiés. À mon avis, pour revenir sur la question de départ, je ne suis pas sûr que l'espèce de sacrifice des indépendants soit un truc qui puisse mettre le feu aux poudres, parce que vous avez toute une partie de la population qui en veut énormément à tous ces indépendants, d'avoir, j'allais dire, joué le jeu du Covid et d'avoir flashé les passes. Et du coup, ils vont se retrouver très seuls. Et je suis pas sûr qu'ils vont avoir beaucoup de monde derrière eux, malheureusement. Malheureusement, parce que c'est quand même, ça reste, tous les indépendants, alors on parle beaucoup des boulangeries, des choses là, ça reste des gens qui travaillent 70 heures par semaine, ça reste des gens qui produisent de la richesse réelle, ça reste des gens, alors on a tendance à pas aimer leur côté très conservateur de gens qui surtout ont beaucoup de choses à perdre. Quand on est indépendant, on a des choses à perdre, et comme on a des choses à perdre, effectivement, quand le Covid arrive, on préfère flasher le pass plutôt que de partir en révolte. Et ils vont payer ce prix-là. Je jette la pierre à personne dans cette affaire-là, pas plus aux indépendants qu'aux gens qui les critiquent, parce que moi, j'ai fait des vidéos là-dessus, justement, sur les prix de l'énergie, sur ces choses-là, et j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui disent « mais qu'ils aillent crever !» Parce que, mais des gens qui se sont fait, à qui on refusé de servir du pain, et forcément, si on a refusé de leur servir du pain, pas leur en vouloir derrière, qu'ils ne viennent pas défiler derrière eux. Hein. Donc, oui. Non, oui. Est-ce qu'il y a une volonté politique aussi éventuellement d'affaiblir les indépendants, c'est-à-dire ça profitera en effet aux franchises, aux multinationales. Oui. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si votre boulangerie est fermée et que vous ne pouvez plus acheter votre pain, vous allez où? Vous allez chez Carrefour. Alors, c'est ça, si vous achetez pas votre pain à la boulangerie, vous allez l'acheter, et quand je dis chez Carrefour, c'est parce que vous savez qu'Emmanuel Bompard, le PDG de Carrefour, s'il veut parler à Emmanuel Macron, il peut. Enfin, c'est un normalien. Alors, est-ce qu'il est la promotion du dessous, je sais pas, ils ont à peu près le même âge, à peu près la même promo, je pense qu'ils doivent se croiser depuis très longtemps. Donc ces gens se causent. Quand vous parlez de capitalisme de connivence, on est en plein dedans. Après, je suis pas en train de dire que Emmanuel Bompard est en train de comploter pour faire fermer les boulangeries, mais en revanche, de manière passive, de dire bon, mais voilà, de manière indirecte, de manière sans trop y toucher, de manière très bourgeoise. Ouais, carrément, bien sûr, mais c'est dans le terme, hein, indépendant. Aujourd'hui, pour moi, si vous voulez, les indépendants aujourd'hui, c'est les koulaks. C'est les koulaks, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont indépendants, qui sont autonomes éventuellement, et qui en fait sont en train de devenir l'ennemi, parce qu'il ne faut pas être indépendant. Il faut être dépendant, il faut être radicalement dépendant. Le mot déjà est pas... C'est pour ça que moi, je regrette un peu qu'on ne se mobilise pas plus derrière nos indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'être sacrifiés, et que le jour où vous avez fini, et le jour où vraiment ces boulangeries, ces boucheries, le jour où tous ces petits commerces, ou même le plombier, hein, moi, mon plombier qui est venu chez moi il n'y a pas très longtemps, et qui m'a dit, mais moi, je ne veux pas que mon fils reprenne le job que j'ai fait. Moi, j'ai bien vécu, mais là, j'en peux plus. Le poids administratif du métier est devenu impossible. Donc, vous avez comme ça toute cette et ça, le jour où ils seront plus là, ça fera très très mal. C'est ça que j'allais dire, c'est très très grave. Ça peut tenir beaucoup plus longtemps s'ils sont pas là. C'est-à-dire que le jour où ils sont plus là, le piège est total. C'est-à-dire qu'en effet, là,
Et donc c'est pour ça que moi je pense je comprends du côté des indépendants, il faut les soutenir, il faut aller avec eux, même s'ils ils ont eu des choix un peu malheureux pendant le Covid, parce Mais que je suis pas sûre qu'ils étaient tous pour le pass, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas eu le choix. C'est vrai que quand c'est une question de survie, encore une fois, je moi, pense qu'il y avait là tout. où je suis dans le sud de la France, j'ai eu des gens très sympathiques et raisonnables et pas emmerdants. Je me suis baladé dans d'autres endroits où c'était pas aussi sympa, hein. Oui, bah, comme Ça- dans tout groupe humain, il y a toutes sortes. Je pense que chez les indépendants, il y avait des Et j'ai été conformistes. étonné, moi j'ai été étonné justement quand on a couvert, c'était au mois de décembre, novembre, quand on a commencé à dire attention, parce que nous, ça fait un moment déjà qu'on gueule là-dessus. J'ai été étonné, j'ai vraiment eu beaucoup de commentaires qui ont dit mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment des gens qui ont souffert intimement de se faire fermer les restaurants et machin, euh, de manière trop, enfin, ouais, ils ont trop souffert de ça. Moi, j'étais étonné, hein, mais je suis obligé de l'observer. Pour vous, c'était un nombre de personnes conséquent. C'est pas Alors, là. c'est ce qu'on appelle un signal faible, hein. Oui. Ça reste des commentaires sous des vidéos, ça reste des tweets, ça reste mais par rapport au flux habituel que je vois, que je lis, parce que je lis beaucoup, je réponds pas forcément aux commentaires, mais je lis justement pour prendre un peu de la température. Alors vous allez me dire, les gens qui sont sur Twitter et sur YouTube, c'est pas forcément la vraie vie, mais c'est un signal faible qui me fait penser que il y a beaucoup de gens qui gardent une petite rancune de cette période de confinement, de passe, euh, et qui sont Et les ça veut gens. dire quand même qu'on arrive à monter les gens les uns contre les autres. Parce que, Oui, un jour ça oui, s'arrêtera. tout le temps, il y a. Un jour ça s'arrêtera, hein. Mais quand, comment? Encore une fois, c'est pour ça, pour revenir sur les anti-prédictions, euh, c'est que la tarte à la crème là-dessus, c'est la Première Guerre mondiale, hein. La Première Guerre mondiale, vous avez eu des crises marocaines qui étaient énormes, où il n'y a pas eu la guerre, et puis vous avez l'archiduc en Serbie qui est assassiné par un indépendantiste, un truc en marge de l'Europe qui déclenche le feu aux poudres. Pourquoi est-ce que c'est ce truc-là et pas les conflits marocains et pas d'autres trucs incroyablement plus graves qui avaient eu lieu en 1911 ou un peu avant? Là, c'est pareil, si vous voulez. Et encore une fois, faut pas, peu importe le déclencheur. Ce qui est sûr, c'est que le système, en son cœur, est épuisé et pour survivre, ne peut que passer par la répression, c'est sûr, parce que si vous voulez justement quand même aller un peu sur le niveau de la prédiction, c'est que aujourd'hui, on est dans un conflit radical entre la fiction et le réel. Et on veut vous mettre dans cette espèce de fiction dans laquelle on veut vous expliquer que le narratif a plus d'importance que ce que vous voyez, que la réalité. Et moi, ma prédiction, c'est que on est en train de changer d'époque et que le plus important, c'est le réel dorénavant et que tout ce que vous pouvez faire pour vous raccrocher au réel, d'avoir des détentions d'actifs, d'être capable de gérer votre chauffage directement. Alors c'est sûr qu'en centre-ville, c'est plus difficile, hein, mais je ne serais pas étonné, typiquement, que d'un point de vue immobilier, d'un point de vue population, là, c'est pas sur un an, c'est sur 10 ou 20 ans, que sur 10 ou 20 ans, vous ayez un mouvement de population qui sorte des villes. Justement parce que en ville, vous êtes un peu piégé dans cette fiction. C'est aussi géographique, ces trucs-là. C'est beaucoup plus facile, c'est bien connu, hein, en temps de crise ou de guerre, vous vivez beaucoup mieux à la campagne que dans les villes, hein. Bon, là, on est en train de rentrer là-dedans. Vous donnez d'ailleurs des conseils d'épargne sur votre site. Oui, 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 c'est mon métier principal. Alors c'est vrai que pour les gens qui me voient de manière plus lointaine, ils voient plus hein, le commentateur, mais moi si je fais ces commentaires, en fait, c'est pour derrière prendre des décisions d'épargne et pour derrière faire des choix d'actifs. J'ai développé tout ce cadre, justement, parce que pour se dire, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai de l'épargne aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais avec? Donc moi, effectivement, mon cadre d'analyse fondamentale est de se dire qu'il faut revenir au réel. Et pour revenir au réel, vous avez plein de manières, hein. C'est-à-dire que typiquement, vous avez une monnaie qui est devenue fictive, qui est l'euro, qui est une espèce de fiction. La fiction de l'euro, c'est très simple, c'est que vous avez une Europe convergente, cohérente, qui est en train de se construire. C'est faux. L'Europe est en train d'exploser sous nos yeux. Ça peut prendre plusieurs années, hein, c'est pas une explosion en 4 secondes, mais vous avez vous avez une fracture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud qui est radicalement irréconciliable. Bon, donc l'euro
qui est cette espèce de fiction qui aurait faire croire qu'on vit tous dans la même Europe. Non, un Italien, ça ne vit pas dans la même Europe qu'un Allemand, même un Français dorénavant. C'est quoi la monnaie réelle? C'est de l'or physique. L'or, c'est une monnaie, ça fait 5000 ans que l'or a un rôle de monnaie, de près ou de loin. Vous êtes sûr que si vous avez de l'or métal ou de l'argent métal, en physique, encore une fois, puisque c'est la monnaie réelle par rapport à la monnaie fictive. Vous voulez de l'immobilier, plutôt que d'avoir un fonds immobilier, allez investir dans l'immobilier en direct. C'est pénible, je suis d'accord, ça prend, mais c'est faire ça. Vous voulez investir dans l'énergie, vous avez plein de moyens. Vous pouvez. Je passe mon temps à faire ça. Aujourd'hui, vous pouvez même acheter des vaches sans forcément avoir un champ. Moi, je conseille à mes lecteurs d'investir dans des vaches. Et quand je dis investir dans des vaches, alors vous allez me dire c'est du papier, vous pouvez vous faire livrer la vache. Vous avez tout un tas de choses comme ça, ou même, vous dites, moi je suis très critique sur les bourses. Je n'aime pas du tout, les marchés boursiers sont incroyablement trop surévalués, et il y a des petites spéculations marrantes à faire sur 1 an ou 2. Vous voulez investir en bourse sur 10 ans, barrez-vous. Alors là, je vous fais une prédiction, vous n'avez que des coups à prendre en bourse sur 10 ans. Sur 1 an, mais alors sur 10 ans, vous êtes noyé. Il n'y a aucun souci. Et les assurances vie aussi, c'est très. L'assurance vie. L'assurance vie, c'est-à-dire qu'il faut bien faire la distinction d'assurance vie entre le fonds euro, qui est donc l'assurance vie un peu historique, dont le capital est garanti, et les unités de compte, dont le capital n'est pas garanti. Et tout en se rappelant qu'une assurance vie n'est jamais qu'une enveloppe. Et donc, déjà, quand on regarde à peu près les assurances vie, soit quand on est très affûté, on peut trouver des assurances vie qui peuvent être intéressantes, mais si on n'est pas très affûté sur le sujet, on se rend compte très vite que le bénéfice de l'enveloppe, qui est le bénéfice fiscal, généralement en quelques années, quelque part entre 5 et 8 ans, est effacé par les surfacturations des assureurs et des courtiers, tous les gens qui s'engraissent sur votre dos. Et donc, typiquement, vous prenez le bête fonds euro d'assurance vie. En fait, c'est plus rentable au bout de quelques années de reproduire ce qu'il y a dans votre fonds euro par vous-même que d'investir dedans. Parce que vous avez en gros 1% de frais de gestion en moyenne sur un taux euro. C'est beaucoup, hein, quand votre truc vous rapporte 1% au lieu de 2%, au bout de quelques années, ça fait mal, quoi. Et l'autre chose, ça c'est drôle, parce que moi c'est un truc, en 2016, j'avais travaillé là-dessus au tout début, j'avais travaillé sur la loi Sapin 2. Et la loi Sapin 2, c'est un truc j'avais beaucoup gueulé à l'époque, parce que la loi Sapin 2 permet de geler les assurances vie, de geler les retraits pendant 1 an. C'est 6 mois, je ne sais plus si c'est 6 mois renouvelables une fois ou 3 mois renouvelables une fois. Mais on peut geler les avoirs. Alors le projet de loi était, on pouvait geler les avoirs de manière indéfinie, et de manière, et c'est le Haut Conseil pour la stabilité financière qui décide. Du jour au lendemain, on pouvait geler les avoirs. Et moi, j'ai beaucoup gueulé là-dessus parce que c'est totalement. Il faut pas que vous ayez un pouvoir public qui puisse geler des avoirs comme ça. C'est des remèdes qui sont pires que les mots. Et donc, éventuellement, c'est des choses qui vont arriver. Et ça, c'est de manière. C'est toujours pareil dans le retour. C'est de retour au réel, pour le dire pompeusement, c'est aussi la désintermédiation. C'est long ce mot. La désintermédiation, c'est aujourd'hui, vous avez plein d'intermédiaires qui en fait enlèvent de la valeur plutôt qu'ils n'en apportent. Et typiquement, les assurances vie, aujourd'hui, vous avez des problèmes de vente. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fonds, le fonds H2O, donc, qui était un fonds, qui est un Français très connu dans le milieu, qui était à Londres et qui gérait ses fonds avec des performances extraordinaires, et le fonds est devenu insolvable. Et du jour au lendemain, en fait, vous avez plein de gens qui étaient censés avoir des trucs très solvables, qui étaient censés et qui n'ont plus pu retirer. Et c'était dans des assurances vie. Moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont contacté, j'avais couvert le truc à l'époque. Et c'était des unités de compte. Et donc, normalement, c'est un truc légalement, une assurance vie, vous êtes censé pouvoir liquider assez vite, que ce soit des unités de compte ou un fonds euro. Là, vous avez des gens qui ont juste
pas pu liquider, et donc ils n'ont pas pu avoir accès à leurs fonds. C'est même pas que le truc avait perdu de la valeur, ils n'avaient pas accès. Alors il faudrait que je regarde où ça en est aujourd'hui. Mais donc le problème de l'assurance vie aujourd'hui, c'est que ça n'a plus de rendement, donc il n'y a vraiment plus d'intérêt à aller là-dedans. En unité de compte, les frais sont encore plus débiles donc en unité de compte, ce que vous faites dans une assurance vie, en unité de compte, surtout faites-le en dehors, et ça, vous avez cette épée de Damoclès qui est que vous avez une fausse liquidité de l'assurance vie, qui est que soit on peut vous les geler, l'État peut vous les geler à tout moment s'il a besoin de sauver une banque ou s'il a besoin plutôt que vous, et ce sera toujours la banque qui passera avant vous. Soit simplement, derrière la promesse de liquidité, elle n'est pas là. Typiquement, avec H2O, on l'a vu, vous avez une promesse de liquidité sur l'assurance vie, ce qui est une fausse promesse, parce que le jour où les mecs derrière ont fait n'importe quoi, c'est AXA, il y a des trucs très, très louches chez AXA. J'ai oublié son nom, vous aviez un gars qui avait travaillé à Jersey et Guernsey, et qui avait commencé à monter un peu sur ce que faisait AXA avec l'argent des assurances vie. C'est des trucs très bizarres, hein. Mais bref, c'est pas le sujet du soir. Mais donc, ouais, assurance vie sont des enveloppes qui sont inefficaces et qui apportent plus de risques qu'ils n'apportent de bénéfices. Mmh. Non, mais c'était intéressant de terminer par quelque chose de concret pour nos téléspectateurs. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin de l'émission. Vincent, est-ce qu'on a encore des nouvelles questions sur Discord? J'ai pas l'impression. Vincent, tu m'aides? D'accord. Est-ce que vous souhaitez conclure par quelque chose? Moi, je suis allée un peu au bout de mes questions. Est-ce que vous souhaitez conclure sur quelque chose de particulier? Vous remercie pour votre invitation, déjà. Et après, non, je répétais ce que je répète toujours, c'est le retour au réel. Mmh. Les promesses sont insolvables. Tout ce qui vous est promis est hautement suspect. Et vraiment, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ce que vous pouvez toucher, tout ce qui est tangible est incroyablement meilleur que l'intangible. En sachant que moi, c'est un truc que je raconte, encore une fois, ça fait assez longtemps que je raconte ça. Ça devient très palpable aujourd'hui. Parce que pendant très longtemps, c'était l'inverse. C'était vachement plus facile d'avoir du papier qui pouvait s'échanger beaucoup plus, qui était beaucoup plus liquide, qui demandait beaucoup moins, qui était beaucoup moins embêtant. Et là, s'il y a encore des gens, mais je me vois encore en 2021, quand les bourses remontaient, d'avoir des gens qui disent « Ah, mais si, regarde… » Enfin, non, c'est le papier, c'est fini, quoi. Les promesses ne sont plus solvables. Voilà ma conclusion. Très bien. Écoutez, nous vous remercions et nous sommes certains de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Vous êtes presque devenu un intervenant régulier depuis que nous avons commencé les émissions. Si c'est déjà 2 fois, on ne va pas dire que c'est régulier encore, mais nous espérons que ça puisse atteindre une certaine forme de régularité. Posez la question à vos auditeurs, c'est à eux de dire, est-ce que vous voulez revoir ma gueule? Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.